Bonjour à vous. Je vais aujourd'hui vous raconter une histoire incroyable. Une histoire qui me fascine à un point et d'autant plus dingue que cette histoire est vraie. Alors c'est un petit peu flippant. Prenez une petite couverture, un petit thé, de quoi grignoter, ce que tu veux. Mets-toi à l'aise et écoute. Je vous emmène aujourd'hui au début du XVIIIe siècle, à Montségur-sur-Lauzon, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le Dauphiné, plus particulièrement dans la Drôme. Aux alentours de 1745, le jeune et fringant vicomte de Rabastens décida de jouer les touristes avec 2 ou 3 compagnons de son âge dans la région de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Un jour d'été, croulant sous la chaleur, assoiffés et affamés, les 3-4 compères décidèrent de s'arrêter au château de Montségur-sur-Lauzon. Étrange château à dire vrai, car depuis près de 30 ans, il était quasiment abandonné, presque en ruine. Ce château, à peu près 2 siècles auparavant, avait été, selon les dires des gens du pays, le repère du très fameux, même je dirais tristement célèbre, baron des Adrets, chef protestant reconnu pour sa bravoure, sa ruse, mais aussi son extrême cruauté. On l'appelait d'ailleurs l'empaleur de Montbrison. Montbrison. Plus personne n'habitait dans le château de Montségur-sur-Lauzon. Il n'était gardé que par un vieux gardien et sa famille. L'atmosphère était très pesante au château, mais ce n'était pas pour déplaire à Rabastens et ses compagnons. Une fois leur avoir offert de quoi se désaltérer et se restaurer, le vieux gardien emmena les 3 amis visiter un peu le château. Il leur raconta un peu la vie et les faits du baron des Adrets, mais cette histoire ne les a pas vraiment accrochés. Ils poursuivirent donc leur visite flânant le long des remparts qui surplombaient un ravin broussailleux. Ils arrivèrent sur une sorte d'esplanade sur laquelle était érigée une jolie croix de pierre. Ils s'approchèrent afin de lire l'inscription qu'il y avait sur la dite croix en pierre. Lucie de Pracontal, 25 juin 1715. Entendant ce nom et cette date, le visage du gardien s'assombrit et ses yeux s'emplirent de tristesse. « C'est une histoire bien triste, mes seigneurs, dit le vieux gardien. » Curiosité piquée, Rabastens s'empressa le vieux gardien de lui raconter cette histoire. La tête baissée, toujours confit de tristesse, le vieux gardien prit une profonde inspiration et commença son récit. Printemps 1715, nous sommes dans la dernière année du règne de Louis XIV. Et le château de Montségur-sur-Lauzon était occupé par la famille de Pracontal, le marquis, la marquise et leur douce fille, Lucie, 18 ans à peine. Une belle blonde, une beauté, douce, gentille, pieuse et intelligente. Et Lucie est amoureuse. Amoureuse du comte de Quinsonnas, un jeune gentilhomme dauphinois. Cet amour étant réciproque, le jeune comte de Quinsonnas demanda à Lucie en mariage, et la noce était prévue pour le 25 juin 1715. Après la messe, ce fut le temps des agapes. Un grand banquet fut donné, tant pour les paysans que pour les nobles. Alors on se mit à table présidée par la magnifique Lucie. Qu'est-ce qu'elle était belle! Elle avait une belle cascade de cheveux blonds et elle était vêtue d'une magnifique robe bleu clair. Et sur son corsage, on pouvait voir de très beaux bijoux de famille. Comme la tradition le voulait, c'était sa maman, la marquise, qui avait accroché les bijoux au corsage de Lucie. Ce n'était que gaieté et bonheur au château. Cependant, un incident vint un peu assombrir la fête. Incident que l'on peut qualifier, vous le verrez plus tard, de bien sinistre présage. Lucie tenta d'ouvrir une amande pour en partager le fruit avec son époux, et ce faisant, forçant, elle cassa son anneau de mariage. Elle s'inquiéta donc, craignant bien que ce fût un présage de malheur. Mais on se hâta de la rassurer, et pour lui faire oublier cet incident, quelqu'un proposa une partie de cache-cache que l'on appelait à l'époque cligne-musette. Oui, c'était très fréquent d'organiser des parties de cache-cache entre adultes dans les châteaux. En effet, ça permettait de pouvoir lutiner tranquillement en toute discrétion. En plus, bien sûr, de divertir les hôtes. Surtout que le château était un véritable dédale, autant dire qu'il se prêtait vraiment pour ce genre de jeu. On se donna à peu près 1 heure de jeu. Après cela, on devait tous se retrouver dans la grande salle. Après 1 heure de cache-cache et d'autres amusements que je laisserai à la discrétion de votre imagination, tous les participants à la partie de cache-cache se retrouvèrent.
Tous, sauf Lucie. Oui, seule Lucie manquait. On se dit donc que, connaissant bien le château, elle avait sûrement gagné la partie de cache-cache, elle s'était sûrement mieux cachée que les autres. Alors on se mit à la chercher. On l'appela. Personne ne répondit. On commença à fouiller les couloirs, à fouiller les caves. Monsieur de Quinsonnas, son époux, commençait à être vraiment très très nerveux. Il l'appela. « Lucie, 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 où êtes-vous » On chercha partout, dans les granges, dans les couloirs comme je vous le disais, dans les caves, dans les greniers, dans les cuisines, derrière les tentures, partout. Le temps passa, les minutes, les heures passèrent. La nuit arriva. L'inquiétude commença à faire place à l'angoisse. La marquise se mit à pleurer. On dormit peu cette nuit-là. On poursuivit plutôt les recherches le lendemain matin. On réquisitionna absolument toutes les personnes qui pouvaient participer aux recherches de Lucie. Les paysans, tous, les domestiques, les nobles, tout le monde se mit à chercher la pauvre Lucie. On eut craint qu'elle fût tombée dans le ravin autour du château. Alors on se mit à chercher, mais rien. Pas un morceau de tissu, pas une goutte de sang, pas un mouchoir, pas une touffe de cheveux, rien. On fit même une descente dans le camp de gitans se trouvant à proximité du château, mais rien. Les gitans n'avaient même pas entendu dire que la petite Lucie avait disparu. Et là, retenez bien ceci. Une vieille gitane, émue par la marquise qui était en larmes, la marquise, la mère de Lucie, s'approcha et lui proposa de lui faire une divination. Et elle lui dit ceci: « De ton vivant, tu reverras ta fille. » Quelque peu rassurée par les dires de la bohémienne, la marquise reprit un peu espoir et l'on poursuivit les recherches. L'on sonda absolument tout. Les jours passèrent et puis les mois. Et rien, toujours pas de Lucie. La pauvre fille demeurait introuvable. La pauvre marquise garda dans un coin de son cœur le frêle espoir de peut-être revoir sa fille, et s'en va à Valence, dans un couvent, en retraite, une retraite qui durera jusqu'à la fin de ses jours, et durant laquelle elle s'occupa uniquement de charité et d'œuvres pieuses. On confia donc la surveillance du château au vieux gardien et à sa famille. Pendant ce temps-là, pendant 30 années, le château se délabrait petit à petit. Un peu avant de partir en retraite, la vieille marquise fit ériger la fameuse croix de pierre sur laquelle on put lire le nom de sa fille Lucie de Pracontal ainsi que la date de sa noce et donc de sa disparition. Voilà donc le récit que fit le gardien au vicomte de Rabastens et à ses 3 compères. Rabastens a écouté ce récit avec attention, mais bon, il ne s'en est pas ému plus que ça. Il revenait de la guerre. Il était jeune. Et le temps que le vieux gardien ait fini son récit, eh bien, le soir arriva. La femme et les filles du gardien dressèrent la table et convièrent Rabastens et ses compagnons à partager leur piteux. Il ne put cependant pas s'empêcher de penser tout au long du repas à cette merveilleuse Lucie. Il se l'imaginait si belle. Il essayait de comprendre un petit peu ce qui avait pu se passer. Ça piquait néanmoins encore sa curiosité. Il y pensa tout en caressant le vieux chat du gardien qui était venu se lever sur ses genoux. Soudain, un orage éclata. Rabastens et ses compagnons ne purent pas reprendre la route, donc ils décidèrent de rester. Et pour passer le temps, émoustillés un petit peu par l'histoire que le gardien leur a racontée, ils décidèrent de faire à leur tour une partie de cache-cache dans le château. Alors voilà, on organise la partie. Certains se cachent, d'autres vont chercher. Rabastens était de ceux qui devaient se cacher. Il traversa plusieurs salles, toutes poussiéreuses, démeublées. Les murs étaient remplis de sortes de mousse, de végétation et de moisissure. Tout était terriblement humide. Cela ne faisait même pas 5 minutes qu'il avait commencé à se cacher qu'il entendit derrière lui les pas d'un de ses poursuivants. Il se cacha derrière une porte bien sombre qu'il rabattit sur lui, se faisant le plus fin possible pour ne pas être vu. Et là, il se passa quelque chose auquel Rabastens ne s'attendait pas du tout.